Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue à cette nouvelle activité ou pratique de la gestion des ressources humaines, à savoir la motivation et ses implications. Nous allons aborder le thème de la motivation à travers les points suivants, bien évidemment d'une manière très rapide. Qu'est-ce que c'est que la motivation? Nous allons donner une définition à la motivation pour enlever certaines ambiguïtés, mieux cerner les mécanismes de motivation et connaître les composantes de la motivation. Après, nous allons aborder le processus individuel de motivation, là où je vais revenir sur les facteurs liés à l'individu et les facteurs liés au contexte dans lequel l'individu travaille, et les théories de la motivation, à savoir la théorie de contenu et la théorie de processus, sur lesquelles je vais me focaliser beaucoup plus vu leur importance. Et je ne vais pas aborder les cas ou les applications de cette motivation. Vous savez, la motivation, ou les réflexions sur les ressorts de la motivation dans les organisations, ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent du milieu du XXe siècle. À cette époque, on commence à considérer le fait qu'il n'est pas possible de concevoir des organisations suffisamment formalisées pour que le comportement humain et l'intensité du travail soient complètement encadrés par des normes telles que les cadences ou des standards de production. Mais aujourd'hui, on demande aux salariés, vu les contraintes, vu la nature du travail, on demande aujourd'hui, ou les organisations demandent aux salariés, à ce qu'ils soient davantage impliqués, davantage engagés. On demande également aux salariés dans les organisations aujourd'hui ce qu'ils s'impliquent dans la prise de décision, de l'initiative, de la responsabilité. Ces éléments, malheureusement, ils échappent largement au contrôle et ne peuvent pas être normés. C'est-à-dire on ne peut pas donner ou mettre en place ou définir des normes spécifiques qui vont permettre de développer cette application et cet engagement. On met de plus en plus souvent sur je dirais l'engagement subjectif des salariés dans le travail. Donc, il s'agit donc de comprendre pourquoi et comment les salariés s'engagent, s'impliquent ou doivent s'engager et s'impliquer dans l'action. Eh bien, c'est ce que nous pouvons appeler la motivation au travail. Quelle est l'origine de ce mot motivation? Bien, l'origine de ce mot, comme vous voyez, c'est tout ce qui permet ou tout ce qui pousse un individu dans une organisation à se mettre en mouvement. Donc la motivation est l'ensemble des motifs qui poussent une personne à agir dans une organisation. Pour un manager, motiver quelqu'un consiste à créer les conditions qui vont déclencher chez cet individu ou chez les collaborateurs l'envie de se mettre en mouvement pour atteindre un certain résultat ou bien pour atteindre un objectif. Et par conséquent, on peut à ce niveau avancer que la motivation, elle est liée à des motifs intérieurs à la personne elle-même, mais également elle dépend des facteurs ou des motifs extérieurs à la personne, c'est-à-dire des éléments qui sont liés au contexte du travail. Je vais revenir à beaucoup plus de détails sur ces aspects. La motivation donc est un processus en 4 phases. Comme vous voyez, la montée de désir, l'augmentation de rythme cardiaque et l'intensité émotionnelle. Ensuite, le cerveau prend le relais et décide des moyens à mettre en œuvre une fois que la personne est prête ou elle a accepté de se mettre en mouvement ou de s'impliquer dans l'action. Et enfin, la motivation apparaît, si vous voulez, lorsque le désir est satisfait. Si on doit résumer ces premiers éléments de définition de la motivation, eh bien, le cadre de référence de la motivation, il est composé de 4 éléments. C'est-à-dire la personne dans son rôle dans l'organisation, dans l'entreprise. La motivation dépend également
des collaborateurs et de leurs objectifs dépend de la dynamique de l'équipe et de l'entreprise et son ambition. Alors, ça s'appelle un cadre de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va essayer de comprendre la motivation dans une organisation ou d'essayer de chercher à mettre en place un système de motivation dans l'organisation, il y a le cadre de référence ou les cadres de référence les plus importants qui permettent de mieux cerner ce processus de motivation. C'est le manager, c'est la personne, ses objectifs, c'est la dynamique d'équipe, mais également c'est l'ambition de l'entreprise. Maintenant, sur le plan théorique, ça c'est un passage très important et je ne vais pas aller dans les détails, mais je vous recommande d'aller voir ou de visiter les explications sur le syllabus qui est à votre disposition, mais également vous pouvez compléter par des recherches individuelles ou personnelles sur la motivation. Alors sur le plan théorique, je vais vous rappeler juste quelques cadres de référence assez importants qui vont vous aider à mieux comprendre les fondements théoriques de la motivation, sachant bien que la motivation, c'est l'un des mécanismes ou l'une des activités de GRH les plus complexes et les plus compliquées, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent. La motivation, elle est extrêmement difficile, c'est un équilibre qui est très fragile. Alors, je commencerai pour faciliter la compréhension par rappeler quelques cadres théoriques et conceptuels assez importants, fondamentaux, très connus, sans lesquels, bien évidemment, on ne peut pas mieux comprendre les bases de la motivation. Et à la fin, je vais me focaliser sur deux approches que j'estime les plus faciles, les plus appropriées, mais également les plus proches de la réalité. Je vais rappeler les fameuses théories X et Y de McGregor. Et puis les théories d'incitation après les théories de motivation. Les théories de motivation, à savoir la théorie de contenu de Maslow et le système VIE de Vroom. Voilà, si vous voulez, les cadres de référence théoriques que j'estime les plus importants pour mieux comprendre la motivation. Alors, pour la théorie X et Y de McGregor, apparue dans les années 1960, l'ensemble des réflexions développées par la théorie X et Y, elles s'organisent autour de deux grandes conceptions radicalement opposées au sujet de la relation, au sujet de la relation ou du rapport que les hommes entretiennent avec le travail. Alors, ces deux théories, si vous voulez, elles reposent sur des présupposés différents. La théorie X, pour la théorie X, la motivation est obtenue par la mise en place de systèmes de récompense et de sanctions disciplinant des individus par nature opportunistes et paresseux. Ça veut dire que la théorie X, il considère que les hommes sont de nature opportunistes et paresseux. Ça veut dire il faut instaurer un système de récompense pour les pousser à travailler et un système aussi de sanctions quand les objectifs ne sont pas réalisés. Donc ce système de récompense-sanction, si vous voulez, est la base ou la raison d'être de cette théorie X. Alors pour les théories Y, la motivation est à chercher dans l'intérêt au travail, l'autocontrôle, la qualité des apprentissages et le développement de soi. Vous allez trouver sur le syllabus un tableau qui synthétise, si vous voulez, un peu les hypothèses
de base de la théorie X et Y, mais également, vous allez trouver sur ce tableau des pratiques de GRH associées à ces deux théories et également les formes de motivation qu'on peut développer ou qu'on a pu développer sur la base de ces théories X et Y. Ça, si vous voulez, c'est la théorie X et Y de McGregor. Comme je viens de dire, je vous invite à aller voir beaucoup plus de détails sur les syllabus. Alors, pour les théories d'incitation, c'est un autre mécanisme pour développer la motivation. Dès qu'un individu est amené à effectuer des tâches pour le compte d'un autre, le risque de comportement opportuniste émerge. Si vous voulez, c'est un peu le prolongement de la théorie X. Les individus, alors, dans cette théorie, les individus notamment peuvent ne pas fournir des efforts attendus sans que cela se cache. Ça, on le vit dans les organisations, où les chefs d'entreprise le vivent chaque jour dans les organisations, où les gens essayent, si vous voulez, donc je vais utiliser le terme suivant, qu'ils trichent dans le travail, c'est-à-dire ils font semblant qu'ils travaillent, mais ils fournissent pas suffisamment d'efforts que leur tâche exige. Alors, ce type d'incertitude conduit à préconiser soit l'intensification de contrôle pour la bonne exécution du travail, soit l'alignement des intérêts de salariés ou de l'individu sur ceux de l'organisation, sur les intérêts de l'entreprise, sur les intérêts, si vous voulez, du département ou de ses services. Donc, il y a deux scénarios pour pouvoir contrôler ce genre de comportement au sein de l'entreprise. C'est vrai que l'intensification du contrôle, ou le premier scénario qui s'appuie sur le fait de mettre en place des systèmes de contrôle pour pouvoir évaluer les gens et regarder est-ce qu'effectivement ils font suffisamment d'efforts pour pouvoir accomplir les tâches qui leur sont confiées. Ça coûte cher en temps, en ressources humaines, en budget, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur les exemples très connus où, par exemple, certaines entreprises doivent mettre des GPS sur les entreprises de fonctionnement quand ils ont un parc automobile pour leurs collaborateurs qui sont appelés à faire des missions à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir les contrôler, est-ce qu'effectivement ils font le travail ou pas. Ça, c'est des exemples que vous allez retrouver sur le syllabus. Alors, la théorie des incitations propose plutôt de mettre en place des formules de rémunération, des récompenses et des sanctions qui se déclenchent lorsque les objectifs assignés sont réalisés, sont atteints, de telle sorte à ce que les salariés n'aient pas intérêt à se montrer opportunistes. Ça veut dire que cette théorie d'incitation préconise cette approche de motivation qui se base sur le fait de mettre en place un système de rémunération sur la base de la réalisation des objectifs. Comme ça, les salariés seront appelés à déployer le maximum d'efforts pour pouvoir réaliser le maximum d'objectifs. Les théories de contenu, où je vais développer deux approches, à savoir la théorie de Maslow et le système de VIE de Vroom. Selon Maslow, les besoins sont hiérarchisés de telle sorte à ce que certains doivent être satisfaits en priorité. Les individus cherchent ainsi à combler leurs besoins élémentaires, en bas de la hiérarchie, besoins physiologiques, besoins de sécurité, avant de chercher à satisfaire des besoins d'ordre supérieur. Besoin de relations sociales, d'estime de soi ou besoin de réalisation de soi. Alors, cette théorie, connue par la hiérarchisation des besoins de Maslow, a le mérite d'attirer l'attention sur le fait que les individus ont des besoins différents en fonction de leur stade de développement. La pyramide est la suivante. C'est que il y a 5 niveaux. Regardez, je vais la résumer autrement. En fait, l'apport de la pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est les besoins sont hiérarchisés de besoins inférieurs, quand vous voyez jusqu'aux besoins
de niveau supérieur. Ça, c'est la première règle ou la première caractéristique. Deuxième, selon Maslow, on ne peut pas satisfaire un besoin d'ordre supérieur alors que le besoin d'ordre inférieur ne satisfait pas. Troisième caractéristique, plus on monte sur la pyramide, plus les besoins tendent vers des besoins individuels. Voilà, si vous voulez, les 4 caractéristiques à retenir par rapport à la théorie de motivation de Maslow ou la hiérarchisation des besoins selon Maslow. Je répète, c'est que les besoins sont hiérarchisés de besoins inférieurs aux besoins supérieurs. On ne peut pas satisfaire un besoin d'ordre supérieur alors que le besoin d'ordre inférieur n'est pas satisfait. Troisième caractéristique, plus on monte sur la hiérarchie, plus on passe des besoins communs ou d'ordre général vers les besoins beaucoup plus personnels et individuels. Et selon Maslow, le besoin numéro 1, besoin physiologique et besoin de sécurité, sont des besoins communs. Je vais revenir sur besoin physiologique qui, ce verset coranique, il a suscité beaucoup de débats. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, les besoins de niveau 1 et de niveau 2, ce sont des besoins communs à tout le monde. Ce sont des besoins de base que normalement on doit satisfaire, peu importe je dirais la nature du travail à exécuter, peu importe le contexte, etc. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle des besoins communs. Le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5, ce sont des besoins individuels. C'est-à-dire plus on monte sur la hiérarchie, plus les besoins deviennent beaucoup plus individuels. 3. Si on cherche à satisfaire un besoin d'ordre supérieur, alors que le besoin d'ordre inférieur n'est pas satisfait, il n'y aura jamais, selon Maslow, de motivation. Je vais donner un exemple très simple que j'ai l'habitude de partager avec les étudiants. Prenez une assistante de direction qui travaille dans une entreprise, à qui on a offert, si vous voulez, un cadre de travail très confortable, un beau bureau, très bien équipé. Quand vous rentrez dans son bureau, vous avez l'impression de rentrer dans le bureau d'un cadre, etc. Donc le contexte et l'environnement dans lequel il travaille, que l'entreprise lui a offert pour travailler, est un environnement très très confortable. Donc c'est une sorte d'estime, c'est une sorte de valorisation de la personne, de donner de la valeur à cette personne. Donc cette personne sera très contente parce qu'il sent qu'il est valorisé par son entreprise, qui normalement est considéré comme étant un besoin d'estime et de prestige, qui a un besoin d'ordre supérieur. Automatiquement, selon cette pyramide, cette personne va être motivée, on va déclencher ce processus d'action et de motivation chez cette personne uniquement par le fait de lui satisfaire ce besoin. Mais cette assistante ou cette personne dans cette entreprise ne dispose pas de contrat de travail. Besoin de sécurité. Cette personne ne sera pas motivée selon Maslow. Pourquoi? Parce qu'on cherche à lui satisfaire un besoin d'ordre supérieur qui va lui procurer certainement une grande satisfaction, une grande estime de soi, une grande valorisation, mais le besoin d'ordre inférieur n'est pas satisfait, donc il n'y aura pas de motivation. Donc, retenez que selon cette approche, pour satisfaire ou pour motiver une personne dans une entreprise, il faut lui satisfaire des besoins d'ordre inférieur qui sont communs, mais plus on monte, plus on doit chercher quelles sont les attentes de cette personne pour qu'elle soit motivée, et ça c'est un autre problème. Alors je vous demande de faire cet exercice, très simple, vous auriez le temps de le faire
parce que vous auriez la vidéo avec vous. Donc il y a des besoins et je vous demande de classer ces aspirations ou ces besoins selon les niveaux de la pyramide de Maslow. Pour mieux cerner les mécanismes de motivation, il y a, si vous voulez, quelques règles qu'il faut respecter. C'est vrai, là j'ai mis 7 règles d'or pour mieux connaître ses collaborateurs, mais c'est pas une liste exhaustive. Il y a tellement de méthodes, il y a tellement et autant de types de mécanismes que de situations que de mécanismes, pardon. Alors pour répondre à leurs besoins, il vaut mieux investir temps et énergie pour connaître les collaborateurs individuellement. Donc une connaissance individuelle de ces collaborateurs est un passage obligatoire avant de mettre en place n'importe quel mécanisme de motivation. Mais comment? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Comment on peut mieux les connaître? Alors, il y a plusieurs façons, mais ce tableau, ce n'est qu'un tableau, je dirais, standard sur lequel si vous voulez, j'ai mis quelques possibilités les plus rencontrées, les plus utilisées par les entreprises. Pour mieux connaître ses collaborateurs, qui est une condition sine qua non avant de définir quel mécanisme de motivation à mettre en place, il faut saisir toutes les occasions pour discuter avec chacun et identifier souhaits et difficultés. Ça veut dire un manager qui gère une équipe ou un chef d'entreprise qui a un ensemble de collaborateurs, normalement il a intérêt à saisir toutes les occasions qui lui sont offertes pour mieux connaître individuellement ses collaborateurs, c'est-à-dire connaître leurs attentes, les souhaits ou les difficultés. Il faut leur manifester un intérêt sincère pour les encourager à se révéler. Ça aussi, c'est quelque chose qui laisse un impact très positif auprès des collaborateurs. Il faut chercher à connaître leur moteur en dehors de la vie professionnelle. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, plus vous connaissez vos collaborateurs et leur mobile et leur moteur, c'est-à-dire ce qui les encourage le travail en dehors de la vie professionnelle, serait également d'une très grande importance et un grand atout. Vérifiez périodiquement si leur travail contribue à leur épanouissement. Il est clair qu'aujourd'hui, l'une des règles d'or dans le bon fonctionnement des équipes, c'est de chercher à savoir est-ce que les personnes, les collaborateurs, les salariés s'épanouissent au niveau de leur travail. Est-ce que le travail qu'ils sont en train de faire, de mener, pour eux, c'est une source d'épanouissement? Et puis lorsque vous leur déléguez une activité, consultez-les en amont pour sonder leur intérêt. Vous savez, déléguer quand on est dans les organisations, ce n'est pas une chose facile. On imagine des fois que c'est très simple. On recommande aux gens, quand ils sont très submergés par le travail, on leur demande, mais il faut déléguer. Simple à dire, mais à mettre en place, c'est très très difficile. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui ont de vraies difficultés à déléguer leur travail. Parce que la problématique de la délégation, c'est quoi? D'abord, quand on délègue un travail, on délègue la responsabilité et pas uniquement le travail à faire. Donc la responsabilité de ce travail. De déléguer pose plusieurs questions assez importantes. D'abord, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit déléguer, à qui on doit le déléguer, quand est-ce qu'on doit le déléguer et comment on doit le déléguer. Quand vous rassemblez ça, ça rend de cette activité ou de cette qualité, ça rend une tâche très très compliquée. C'est pour cela que avant de déléguer un travail à quelqu'un, il faut d'abord savoir est-ce que cette personne accepte, est-ce qu'il est prête, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il a les habilités ou les compétences nécessaires pour pouvoir exécuter ou réaliser correctement le travail qu'on va lui déléguer. Si vous sentez que l'un de vos collaborateurs traverse une période délicate, difficile, qu'il passe par des moments de faiblesse, faites le premier pas pour proposer votre aide et résoudre le problème.
Alors, ce soutien psychologique, moral, organisationnel, etc., dans l'entreprise ne fait que rendre les équipes très fortes et les encourager et les aider à mieux faire le travail. Et puis, solliciter-les souvent pour recueillir leurs suggestions. Donc, vous voyez, ce sont quelques techniques, quelques pratiques qui permettent à un responsable d'une équipe, à un manager, à un responsable d'entreprise, de mieux connaître son équipe avant de définir quel mécanisme de motivation mettre en place. Alors, la motivation, je l'ai fait exprès de ne pas donner une définition complète au départ. J'ai préféré passer rapidement par ces rappels théoriques, conceptuels, les racines, les sources de ces approches de motivation, que je vous demande encore une fois d'aller approfondir un peu vos connaissances en la matière. Mais là, j'aimerais bien donner une définition beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratique de ce concept de la motivation. Alors, la motivation, ce n'est pas le fait de pousser les gens à travailler. C'est pour cela certains mécanismes qui ont pour objectif de pousser ou d'être toujours derrière les collaborateurs pour les pousser à faire le travail et travailler n'est plus valable. Alors, pousser les salariés à travailler, c'est comme le fait de recharger les batteries. Chaque fois que la batterie est à plat, il faut la recharger. Chaque fois que la personne lâche ou vous sentez un désengagement, il faut le pousser, il faut être toujours derrière. La motivation n'est plus cette approche, n'est plus cette technique, mais la motivation, à mon avis, c'est au lieu de pousser les gens et de courir toujours derrière pour les pousser à travailler, au lieu de recharger les batteries, la motivation, normalement, doit être le fait que chaque collaborateur de l'entreprise, que chaque membre de l'entreprise, qu'il soit doté de son générateur d'énergie, donc qu'il soit autonome. D'où cette approche que nous allons découvrir tout à l'heure avec beaucoup plus de détails, qui recommande que les mécanismes de motivation soient basés, soient axés sur la reconnaissance du mobile de chaque individu. Si on va essayer de mobiliser la pyramide de Maslow pour mieux comprendre, il faut aller chercher dans les besoins individuels. Et comme les attentes et les besoins de chaque individu à l'intérieur de l'organisation diffèrent d'une personne à une autre, automatiquement, la manière de motiver qui est le fait de répondre à ces besoins, de les satisfaire, ne doit pas être la même. C'est pour cela que certains chefs d'entreprise, par exemple, ils vont vous dire, moi je comprends pas, j'ai fait une augmentation de salaire pour mes salariés, mais après, j'ai pas constaté une réelle motivation. Pourquoi? Parce que, selon ces approches, un besoin satisfait ne motive plus. Quand vous allez faire une petite augmentation de salaire, le besoin il est satisfait. Après une petite période de motivation, les gens ne seront plus motivés. Pourquoi? Parce que on est dans l'ancienne approche classique qu'il faut toujours courir derrière les personnes, les pousser pour travailler. Mais connaître leur mobile et chercher d'apporter des réponses à chaque individu, il y aura des personnes peut-être qui seront motivées par une augmentation de salaire, même si je reviendrai aussi sur cet aspect, mais il y aura d'autres personnes qu'on peut motiver sans aucune augmentation de salaire. Donc, résultat des courses, c'est quoi? C'est que pour une vraie motivation dans une entreprise, il faut que chaque individu soit doté de son générateur d'énergie. Il faut qu'il y ait une autonomie bien réfléchie, bien étudiée. Et quand on est dans ce contexte, on peut chercher les mécanismes ou les moyens de motiver chaque individu du moment où les attentes et les besoins diffèrent d'une personne à une autre. Donc la motivation, c'est une activation d'énergie pour aller vers l'objectif.
La motivation est un processus. Je disais tout à l'heure, c'est l'un des processus les plus compliqués. Et pour vous donner un exemple qui va vous faciliter la compréhension, regardez une équipe de football. Il n'y a pas plus difficile et plus compliqué et plus pire, c'est de motiver une équipe après la démotivation. Vous connaissez certainement des exemples de ce type. Une équipe démotivée est un exercice très difficile pour la ramener à une motivation. La motivation est un processus qui dépend non seulement de la personne, de ses attentes, de ses besoins, mais c'est un processus qui est lié aussi à un contexte particulier, c'est-à-dire à un environnement du travail. Regardez, quand on veut mettre une personne en motivation, en situation motivante, il dépend de l'intérêt que la personne apporte à son travail, mais également, elle dépend de la qualité de la relation ou des relations que cette personne entretient avec les autres membres de l'équipe. Donc, ça dépend de l'individu, mais ça dépend également de l'environnement et en particulier de la qualité de ces relations ou des relations que la personne entretient avec d'autres membres de travail. C'est ce qui fait de la motivation un équilibre très fragile. Je dis bien un équilibre très fragile, et quand on parle d'un équilibre, c'est une situation qu'il faut toujours maintenir dans l'entreprise. Pour résumer cette partie, la motivation, c'est la combinaison de 3 facteurs clés. Un processus lié à l'état d'esprit de la personne, donc qui dépend de la personne et de son contexte. Une activation d'énergie conduite en fonction d'objectifs précis, mais également la perception pour l'individu qui peut bénéficier d'un environnement externe motivant pour atteindre son objectif. Voilà, si vous voulez, 3 combinaisons, ou la combinaison de 3 facteurs, de 3 éléments principaux qui déterminent la qualité d'un processus de motivation. Regardez cet individu, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une personne motivée, et cette motivation elle est liée à 2 facteurs principaux. Ce sont les facteurs liés à l'individu, comme je viens de vous expliquer, mais également au contexte, donc l'environnement du poste. Dans le même environnement, dans le même contexte, regardez une personne qui n'est pas motivée, c'est-à-dire une personne démotivée par la simple raison qu'on lui a changé le poste, peut-être dans le cadre d'une promotion dans l'entreprise. C'est-à-dire c'est la même personne dans le même environnement, enfin dans le même contexte, qui a les mêmes compétences, les mêmes habilités, et le fait qu'on lui a changé de poste, il est devenu une personne démotivée. D'où cette fragilité de l'équilibre de la motivation. C'est ce que Vroom va nous expliquer, ou va mieux nous expliquer dans son approche, dans son système qui s'appelle VIE. La motivation, je le répète, est un équilibre très fragile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un système, c'est un processus très complexe, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent ou croient. Alors la motivation, elle dépend de la volonté de l'individu et de son environnement. Donc on revient toujours à ces 2 univers, ou à ces 2 cadres de référence pour une meilleure compréhension des mécanismes de la motivation. C'est des facteurs, un univers lié à la personne, sa volonté, ses intérêts, ses objectifs, sa compréhension et le contexte général ou l'environnement général. Alors l'approche de Vroom qui s'appuie sur 3 facteurs, c'est pour cela d'ailleurs que ça s'appelle le système VIE. Valence, instrumentalité, expectation. Valence, instrumentalité, expectation.
C'est quoi? Valence, c'est que la personne se pose toujours la question quand on lui demande de s'impliquer ou d'entrer dans une action, d'accepter d'entrer ou d'exécuter un travail. Il va se poser toujours la question, quelle valeur représente ce travail, ce résultat et cette récompense pour moi? L'instrumentalité, quel lien puis-je établir entre l'effort demandé et la récompense que je souhaite? Et puis, quelles sont mes chances de réussite et l'expectation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on cherche à motiver quelqu'un, après bien évidemment, tout le travail en amont qu'il faut faire de connaître la personne, de connaître ses attentes, ses aspirations, ses compétences, son mobile tout simplement. On doit savoir, la personne va poser la question et il veut savoir, est-ce que quand je fais ce qui m'a été demandé, est-ce que j'aurai une récompense? Est-ce que cette récompense représente de la valeur pour moi? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour réaliser ce travail? Est-ce qu'il y aura une récompense? C'est oui. Est-ce qu'il représente de la valeur pour moi? Est-ce que je suis compétent pour le faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous demandez un travail très difficile, peut-être qui demande plus d'implication, d'engagement et d'investissement de la personne, il va se poser la question, oui, je vais le faire, mais est-ce que j'aurai une récompense? Oui, est-ce que cette récompense est à la hauteur des efforts que je vais fournir? Je donne un exemple très simple, c'est quand vous avez demandé à quelqu'un de faire un travail que vous savez qu'il est très difficile, qu'il demande beaucoup de temps, peut-être qu'il va vous demander plus d'heures de travail à la maison, dans les jours fériés, etc. Et puis à la fin, vous allez vous donner une récompense qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. Une petite augmentation de salaire qui n'est pas vraiment à la hauteur des efforts fournis. Peut-être la première fois, il sera motivé, mais la deuxième fois, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais faire tous ces efforts pour 1000 dirhams ou pour une petite récompense. Il aura de la récompense, mais pour lui, cette récompense n'est pas valorisante, n'est pas à la hauteur du travail. Cette personne ne va pas accepter de rentrer une deuxième fois dans ce processus de motivation. Mais si les deux sont réunis, c'est-à-dire s'il y aura une bonne récompense, c'est-à-dire une récompense à la valeur de travail qu'on demande à la personne, ou à la valeur, ou une récompense à la hauteur de l'effort fourni, alors la personne va se poser la question, est-ce que je suis capable de faire ce travail? C'est ce que Fromm nous explique à travers son système VIE. Mais faites attention. Ça, c'est un système, oui, qui est très intéressant, certes, qui permet de mieux comprendre un peu les difficultés de la mise en place des systèmes de motivation des entreprises, oui, mais il n'est pas suffisant. Il manque un élément. Et je vais laisser cet élément jusqu'à la fin. Là, je vous pose une question, que je vous demande de réfléchir. Est-ce que, à votre avis, vous trouvez que ce système est complet? Ça veut dire que c'est quand je vais donner à la personne un travail à faire, je sais que cette personne, elle est capable, elle est habilitée, elle est compétente pour le faire. Je vais définir une récompense tout à fait à la hauteur de l'effort ou des efforts qui seront fournis par cette personne. Est-ce que quand on fait ça dans l'entreprise, est-ce qu'on est sûr de garder cet équilibre fragile? Regardez, je vais revenir sur cette image qui précise que l'équilibre, il est trop fragile. Ça veut dire quoi l'équilibre? Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, il n'y aura pas de motivation. C'est un tout. Mais ce tout n'est pas suffisant, ou même s'il est assuré, c'est un équilibre très fragile. Ça veut dire à n'importe quel moment, peut-être un petit comportement peut déstabiliser l'équipe et peut la démotiver. Je laisse cet élément jusqu'à la fin.
et je vous invite à y réfléchir un peu plus sérieusement. Voilà, si vous voulez, le système cohérent qui combine ces trois facteurs de valence, d'instrumentalité et d'expectation. C'est un système qui s'appuie sur ces trois composantes ou ces trois facteurs, liés au contexte, liés à la personne et liés aux objectifs qu'on fixe à cette personne. Ces trois paramètres de système BIE, à savoir valence, instrumentalité et expectation, peuvent être soit combinés ou d'une manière indépendante. Si je dois résumer sur cette théorie de processus, très bien, si je dois résumer, et là ce sera l'occasion de répondre à la question que je viens de vous poser. Pour que la personne accepte de rentrer dans le processus, il faut que deux conditions soient réunies. D'abord, qu'il y ait de la récompense et que cette récompense ait de la valeur pour la personne. Deux conditions. L'existence de la récompense et elle présente de la valeur pour la personne. Une fois ces deux conditions sont réunies, ça veut dire que la personne, il va accepter de faire l'effort. Elle accepte parce que elle sait parfaitement qu'il y aura une récompense et que cette récompense aura de la valeur pour cette personne par rapport à ce qu'elle a accepté d'exécuter et de réaliser comme travail. Pour que cette récompense, ou pour que cet effort, pour qu'il conduise vers la performance, il faut qu'il y ait, bien évidemment, que la personne soit compétente pour compléter un peu les trois paramètres de valence, instrumentalité et d'expectation, mais également, il faut que l'entreprise lui offre les conditions ou les moyens nécessaires, les moyens d'ordre organisationnel, financier, humain, etc. On ne peut pas demander à quelqu'un de réaliser un travail d'un très haut niveau, d'une grande qualité, très compliqué, etc., sans lui offrir à cette personne le strict minimum de conditions que l'exécution du travail exige. Donc, rentrer dans le processus de conditions pour que la personne accepte de faire l'effort, mais pour que cet effort mène vers la performance, il faut deux autres conditions, c'est que la compétence et les habilités que le travail exige, mais également un strict minimum de moyens nécessaires pour accomplir correctement le travail qu'on demande à la personne. Mais pour que le travail et la performance, pour qu'ils conduisent vers la satisfaction, il faut qu'il y ait une récompense intrinsèque et une récompense extrinsèque. Quand on arrive à ce niveau-là, on a satisfait toutes les conditions exigées par le système BIE de Vroom, qui est une récompense intrinsèque, donc c'est pour répondre aux attentes et aux besoins manifestés dès le départ par la personne, mais également, il faut qu'il y ait une récompense extrinsèque. Jusque-là, c'est bien. Là, on est dans le système BIE. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et il faut quand même une autre condition. Et là, pour vous aider à mieux comprendre, peut-être à identifier cette condition, je vais donner un exemple très simple. Un exemple réel, que moi personnellement j'ai vécu dans les entreprises, les organisations. Regardez, moi j'ai une équipe. Je suis manager, j'ai une équipe. J'ai une équipe de 10 personnes. J'ai un projet assez intéressant, en plus des tâches habituelles que les personnes exécutent. Je vais appeler un collaborateur. Et je vais demander à ce collaborateur s'il accepte que je lui confie le projet. Mais avant d'appeler le collaborateur, j'ai fait mon évaluation. Je sais que la personne elle est compétente. Je sais que le projet va l'intéresser parce qu'il relève dans son domaine de compétences, etc., etc. Et je vais dire à la personne, voilà le projet, voilà les objectifs attendus derrière ce projet, et voilà la récompense de ce travail. Donc la personne, selon le système VIE,
il y a de la récompense. La récompense a de la valeur pour la personne et la personne elle est compétente pour faire ce travail. La récompense, par exemple, je vais dire qu'il y aura une augmentation de salaire exemple, de 4000 dirhams par mois. Une augmentation. Pourquoi j'ai proposé une augmentation de salaire? Parce que je sais que la personne a besoin d'argent et je sais qu'une augmentation de salaire sera une source de motivation pour cette personne. Il a fait son travail dans les règles de l'art, il a réalisé ou il a atteint les objectifs et il a réalisé les performances attendues et il est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il a fait correctement le travail et là la récompense attendue ou la récompense attendue. Très bien. Après, j'ai confié pratiquement un projet similaire à une autre personne. Je sais que la personne 2 aussi elle est compétente, il y aura une récompense et la récompense aura de la valeur pour la personne. J'ai confié le travail à la personne, elle l'a réalisé dans les règles de l'art, elle a la récompense. Sauf que pour la deuxième personne, comme par hasard, j'ai rajouté un plus auquel je n'avais pas pensé quand j'ai confié le travail l'année dernière à la première personne. C'est qu'à cette personne, elle a bénéficié d'une augmentation similaire de 4000 dirhams, mais j'ai décidé d'envoyer cette personne une semaine à Paris à la charge de l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Certes, la deuxième personne sera motivée, sera satisfaite, et la première, non. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait n'est pas du tout équitable. Donc, ce qu'il faut rajouter à ce système VE, c'est de l'équité. L'équité, c'est quoi? Ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est la justice. Si je suis pas équitable, dans ce cas, je ne suis pas équitable parce que pratiquement les mêmes projets qui ont exigé les mêmes conditions, les mêmes compétences, mais avec la même performance, mais la récompense n'était pas la même. Donc, je vais motiver la deuxième personne et je vais démotiver la deuxième personne. Ça veut dire quoi démotiver? Ça veut dire que cette personne ne sera pas prête à rentrer une deuxième fois dans le processus. Pourquoi? Parce que il y a un manque d'équité. Alors l'équité, c'est quoi? L'équité, c'est ce qui assure à ce que, regardez, à ce que cette personne, une fois qu'elle est satisfaite, elle sera prête à rentrer encore une fois dans le processus. Quand elle est satisfaite, il va revenir. Donc l'équité, c'est une condition assez importante et qui fait aussi de l'équilibre dont on a parlé tout à l'heure, de l'équilibre de la motivation, un équilibre trop fragile.